Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Nous allons évoquer dans cette émission une signature importante, celle d'une convention entre deux sociétés immobilières extrêmement connues, Nexity et Valgo. Pour représenter Nexity, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Luc Porcedo. Vous êtes président de Nexity Transformation des Territoires, président de Villes et Projets, membre du COMEX de Nexity et membre du conseil d'administration de la fondation de Nexity. Bonjour, j'ai rien oublié? Bonjour, non, vous n'avez rien oublié. Avec nous également Franck Boucher, bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Valgo et également président de l'Union des professionnels de la dépollution des sites. C'est ça, bonjour. Un sujet extrêmement important dans le cadre de cette convention Nexity et Valgo. Alors on va juste, avant d'en parler, faire connaissance avec vous deux si vous le voulez bien. Jean-Luc Porcedo, donc une belle carrière que vous avez au sein des collectivités, notamment avant d'arriver chez Nexity, que vous avez rejoint en février 2017, pour être aujourd'hui, donc, je le disais, président de Nexity Transformation des Territoires. C'est important, justement, j'imagine, que ça vous aide aussi dans votre métier d'aujourd'hui, cette expérience que vous avez avec les territoires et avec les élus. Alors j'ai l'habitude de dire que le premier client pour un groupe, un opérateur de l'immobilier comme Nexity, ce sont les collectivités territoriales. Et ce sont leurs représentants, c'est-à-dire les élus. C'est avec eux qu'on travaille, c'est avec eux qu'on accompagne le développement de projets, c'est avec eux qu'on répond aux enjeux environnementaux, aux enjeux de dépollution, aux enjeux de densité. Bref, sans travailler en partenariat avec les collectivités, on peut de moins en moins faire notre métier. C'est un peu dans notre ADN. Moi, je m'occupe du client collectivité, justement. C'est de faire et de montrer aux territoires que nous sommes des partenaires, que la transformation des territoires passe par, on va dire, des opérateurs privés comme Nexity, mais aussi main dans la main avec les collectivités, parce que ce sont eux qui sont légitimes, ils sont élus. C'est avec eux que l'on travaille, mais c'est avec eux aussi que l'on se bat un petit peu quelque part, parce que, alors c'est ça l'avantage de votre casquette qui est la vôtre, c'est que vous connaissez bien ce sujet-là, vous connaissez bien la façon dont eux peuvent réagir aux propositions des promoteurs, parce qu'on oppose souvent les promoteurs, les bâtisseurs avec les élus locaux. Je crois que c'est un tort d'opposer. Faire la ville, refaire la ville, c'est éminemment complexe. On en parlera tout à l'heure. Ça obéit à des règles, ça obéit à plein de problématiques, que ce soit la pollution, que ce soit la densité, que ce soit les mobilités, que ce soit l'énergie. En fait, on ne fait jamais contre les collectivités. Le partenariat qu'on développe dans notre groupe, c'est, comme son nom l'indique, construire en partenariat avec les élus. C'est vrai que des fois, nous ne sommes pas d'accord. C'est vrai que des fois, ils ont des obligations, des revendications, mais en même temps, nous, on leur explique, on essaye de les convaincre sur pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut telle densité, parce que c'est notre métier aussi de faire ça. Donc c'est comment trouver des points de compromis, comment trouver des convergences et surtout les convaincre quand on propose, quand on accompagne un projet urbain, c'est pas juste pour embêter les élus et leurs administrés, mais c'est pour participer au développement des territoires. Donc c'est pas de bagarre, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est l'accompagnement, la conviction et en même temps la co-construction. Aujourd'hui, des opérateurs comme Nexity, on ne fait plus sans penser la co-construction. C'est-à-dire faire avec la collectivité, bien sûr, parce qu'à la fin, c'est eux qui signent le permis, mais aussi faire avec les habitants, mais aussi faire avec les acteurs économiques, mais aussi faire avec les associations culturelles, de loisirs, parce que, en fait, une ville, c'est là où on vit, une ville ou une commune rurale, périurbaine, c'est là où on vit, et en fait, c'est une mixité de programmation, une mixité d'usages, et c'est comme ça qu'on arrive et qu'on travaille avec les collectivités. Et l'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est évidemment la dépollution, le développement durable, tout ce qui concerne ce sujet que porte Valgo, justement, vous pouvez nous présenter peut-être, Franck Boucher, en quelques mots, Valgo, avant d'entrer dans votre rôle? Oui, Valgo, c'est une société qui a été créée en 2004, après le AZF, et notre président fondateur, François Boucher, a eu la vision de se dire les industries en France commencent à fermer au fur et à mesure, laissant des fonciers dégradés, et personne ne s'y intéresse. Donc je vais créer Valgo pour réhabiliter ces terrains et leur donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, sous l'impulsion du président Macron, depuis 2019, il y a ce qu'on appelle le ZAN, qui a été formalisé par la loi climat résilience récente, et qui dit on ne pourra plus bâtir le zéro artificialisation nette, on ne pourra plus bâtir sur des terrains ouverts. Il faut qu'on bâtisse la ville sur la ville et que ces friches deviennent un enjeu majeur de réurbanisation. Donc aujourd'hui, des sociétés professionnelles de ces métiers-là, comme Nexity,
peuvent s'appuyer sur des compétences de Valgo qui a l'expérience d'avoir acquis et rénové, revalorisé des friches depuis bientôt 18 ans. Voilà, vous-même vous êtes ingénieur, Franck, vous occupez le poste de directeur général délégué chez Valgo depuis 2007 et vous êtes également président de l'Union des professionnels de la dépollution des sites, l'UPDS. C'est la chambre syndicale. Voilà, c'est une chambre syndicale qui existe depuis longtemps également sur le territoire. Donc c'est un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais en fait, ce sont des sujets, vous l'avez dit, AZF en a été le déclic. AZF, on se rappelle, c'est en 2001. Donc vous créez la société ensuite Valgo. Enfin, François Boucher crée la société en 2004. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui. On ne peut pas... ces friches, d'abord déjà, où on les trouve ces friches? Partout, il y en a partout des friches aujourd'hui. Alors l'UPDS a 30 ans, et effectivement c'est donc un métier jeune, puisque la chambre syndicale s'est créée il n'y a que 30 ans, et la réglementation évolue depuis 30 ans. Et la réglementation se formalise justement, et parmi les premières choses qu'on fait à l'heure actuelle, c'est le recensement de ces friches. Ça fait des années qu'on recense les friches, et aujourd'hui on les cartographie pour justement pouvoir mener des actions concertées. En matière de dépollution, il y a, à mon avis, 3 mots à bien retenir. Il y a concertation, parce qu'effectivement, la friche s'inscrit dans un paysage urbain avec une mairie, une collectivité, des riverains, la préfecture qui a à charge d'administrer le risque lié à ces cessations d'activité. Donc concerter, c'est très important. Anticiper, parce que plus on anticipe ces sujets-là, plus on peut concerter, mais aussi plus on peut trouver des solutions économiquement et techniquement plus socialement responsables. Et une fois qu'on a anticipé et concerté, innover, c'est pas mal non plus, parce que c'est un métier neuf et on a encore beaucoup de choses à inventer sur le recyclage notamment. Recyclage des terres excavées, méthode de dépollution plus vertueuse, plus bas carbone. Et nous travaillons chez Valgo sur justement avoir les dépollutions les moins impactantes possibles pour l'environnement. Et ça, c'est la volonté du gouvernement d'aujourd'hui. Vous avez évoqué Emmanuel Macron et des accords que vous avez passés avec le gouvernement, avec Valgo. C'est vraiment la volonté aujourd'hui gouvernementale de dépolluer et justement d'utiliser... Cette volonté, elle s'est même matérialisée par un fonds friche qui est inscrit maintenant dans le temps et qui est de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Donc il y a une matérialisation économique de la volonté de ce gouvernement. Il y a aussi une volonté législative, c'est-à-dire qu'il y a des lois, des décrets d'application pour formaliser les méthodes d'appréhension de ces réhabilitations. Et notamment un objectif de réduire de 50% à 2030 la consommation d'espaces naturels arborés et forestiers. C'est atteignable, 2030 ? Cet objectif est atteignable aujourd'hui ? Déjà, si on l'inscrit dans la loi, la meilleure façon de l'obtenir, c'est déjà de commencer par le formaliser. Après, sera-t-il obtenu, on verra ça. Ça dépend du contexte, évidemment, etc. Vous allez me le dire. Jean-Luc Porcedo, quels sont les enjeux pour Nexity, pour vous, liés à la dépollution, justement ? Alors, ça fait de nombreuses années qu'on travaille déjà sur ces sujets de friches. J'ai en tête au moins 3 projets antérieurs pour le groupe Nexity, sur la ZAC des Docks à Saint-Ouen, sur la ZAC à Saint-Priest des anciennes usines Berlier, ou sur la ZAC dite Citroën à Agnières, là où étaient fabriquées les anciennes DS. Donc on a une expérience, une habitude. Ce sont des ZAC qui sont enclenchées depuis presque 2 décennies pour l'une d'entre elles. Donc on a cette habitude. Et puis on en a encore d'autres. Tout récemment, il y a quelques mois, on gagnait une friche industrielle à Hérouville-Saint-Clair pour, avec la collectivité, lancer une transformation ou une reconquête du territoire. Les enjeux, c'est à travers la reconquête de ces friches, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient militaires, qu'elles soient agricoles, participer à la réponse aux besoins de logement de nos concitoyens. Parce qu'effectivement, tu le disais, il y a aujourd'hui un cadre qui s'appelle les ZAN, Zéro Artificialisation Nette, qui va être, on l'espère, une trajectoire pour arriver vers cet objectif. Mais on ne transforme pas nos territoires, les collectivités, les villes denses du jour au lendemain. Il faut s'inscrire dans une trajectoire et essayer de faire au mieux de garantir le besoin de logement. Il est réel, il est très fort. Véronique Bédague, qui co-préside le Conseil national du logement, a dit ça lors de la première réunion. Le besoin, il existe. On a besoin, avec le vieillissement, avec l'évolution des cellules familiales, avec la demande naturelle du logement, de construire du logement. Aujourd'hui, en France, on est en retard.
Donc c'est aussi une réponse, ces friches, de continuer à construire et offrir la capacité à l'accès au logement pour nos concitoyens, en accession comme en logement social. Les enjeux, c'est donc de continuer, de refaire la ville, parce qu'on sait que l'histoire de nos villes, elle a parfois été, c'est vrai en Ile-de-France, c'est vrai, je disais, dans l'agglomération de Lyon, c'est vrai dans presque toutes les villes aujourd'hui, les métropoles, il y a toujours un passé industriel autour. Donc c'est continuer cette transformation des territoires et des villes denses, là où il y a déjà des terrains artificialisés. Les friches industrielles sont concernés souvent par cet objet. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas des friches partout. Il y a des endroits où il n'y a pas de friches et où il faut continuer à construire. Donc c'est une histoire d'équilibre. Donc l'enjeu, c'est de continuer à accompagner les collectivités et d'offrir du logement à nos concitoyens. C'est une manière d'y répondre. Effectivement, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Tu parlais du fonds friche. Nous, on a été éligible au fonds friche, je disais à Hérouville-Saint-Clair par exemple, et à Saint-Jean-de-la-Ruelle, parce que derrière la transformation de ces friches industrielles, il y a souvent une question de pollution. Une question de pollution, ça veut d'abord dire de la complexité. Parce que c'est très complexe, c'est parfois avec des décennies de choses qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été analysées, donc c'est complexe. Derrière la complexité, il y a souvent un enjeu financier, parce que la dépollution, ça coûte de l'argent. Suivant le type de dépollution, on sait que ça coûte de l'argent, parfois beaucoup d'argent. Et donc c'est se donner les moyens, on va dire, de bien comprendre, d'analyser les enjeux de telle ou telle friche industrielle pour la remettre dans un circuit de production d'habitat, de commerce, d'activité ou de bureaux. Alors il y a des objectifs aussi, vous en parliez Franck Boucher tout à l'heure, je pense à la loi climat et résilience aussi qui fixe un objectif à zéro carbone en 2050. Là aussi, donc, dans un métier qui est le vôtre, Jean-Luc Porcedo, qui est de l'immobilier, qui a besoin de temps long, quand on a des contraintes comme celle-là, comment on s'organise? Comment on travaille? Alors, je vous répondrai sur on va dire les enjeux environnementaux, ce ne sont plus des contraintes. Une entreprise comme Nexity s'est engagée au-delà, on va dire, de ce qu'on nous demanderait habituellement. C'est un choix politique de Véronique Bédague et d'Alain Dinin et des équipes de Nexity. On veut répondre et s'inscrire dans, on va dire, ces objectifs environnementaux sur les modes constructifs, sur les matériaux, sur tout simplement ce qui fait vivre aussi une entreprise, hein, les véhicules, la consommation d'énergie. Bref, on est dans cette trajectoire. Et ça fait partie des objectifs de toutes les équipes de s'inscrire dans la RSE et dans le respect des objectifs environnementaux. Après, ça veut dire qu'on projette, comme dans tout projet, on a une réglementation, RE 2020, on projette dans certains projets l'application à RE 2028. Parce que on se met justement dans cette projection, puis après aussi on va dire, s'appuie ou on travaille sur de l'expérimentation, sur les matériaux pour atteindre des objectifs de décarbonation, aussi bien sur le logement collectif avec plus de bois, avec du béton de champ. Voilà, on travaille sur très souvent et systématiquement, j'ai envie de dire, quand on pense un projet urbain, sur les questions d'énergie, bien sûr, sur les questions de mobilité, parce que la décarbonation, c'est aussi comment on adapte les territoires à de la mobilité douce, avec de la mobilité partagée. Enfin, on projette dans ces quartiers-là, dans ces projets-là, on va dire la convergence de spécialistes, de métiers qui ne sont pas simplement, on va dire, nos compétences en tant qu'opérateurs de l'immobilier, mais bien le partenariat. Pour ce qui concerne très en amont la dépollution, mais derrière sur la construction d'un projet avec, je le répète, de l'énergie, de la mobilité, voire on va dire les questions d'eau et de récupération d'eau, parce que c'est comme ça qu'on atteint un projet décarboné, c'est-à-dire en faisant converger avec ces objectifs-là des spécialistes, nous pour l'immobilier, mais aussi tous les autres. Puis c'est aussi comment on travaille sur la diversification des usages sur un même projet, parce que c'est aussi ça la vie, parce que les modes de vie de nos concitoyens ont changé, on veut habiter, travailler, parfois au même endroit, parfois un peu éloigné mais pas trop. Bon, bref, comment on articule l'habitat individuel, son chez soi, le quartier et la ville. Ce sont par ces moyens-là qu'on arrive à se projeter dans des enjeux, pas simplement des enjeux, dans des objectifs chiffrés de décarbonation. Vous savez que vous travaillez l'un et l'autre avec Valgo, avec Nexity sur ces sujets depuis longtemps. Est-ce qu'on peut dire que les crises que l'on vient de traverser, que l'on traverse encore, crise sanitaire, crise géopolitique, aujourd'hui crise économique aussi, est-ce que ça accélère justement le mouvement aujourd'hui vers la ville de demain, vers cette dépollution importante? Franck? La crise sanitaire, elle a d'abord eu un premier impact, c'est de décaler un certain nombre de projets et de réduire l'activité des entreprises de dépollution, parce qu'elles sont liées à l'activité de justement la transformation des friches industrielles en nouveaux projets. Il y a eu un rattrapage depuis, et si Emmanuel Macron a souhaité densifier le fonds friche, c'est justement pour qu'il y ait une véritable dynamique qui s'opère assez rapidement après la crise sanitaire.
En ce qui concerne la crise économique qu'on pourrait évoquer, l'inflation, les coûts des matières premières, les coûts du pétrole, je pense qu'il est de notre devoir de travailler à des solutions techniques les moins impactantes, les moins énergivores. Et donc ça oblige à inverser un petit peu le business model. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu plus de temps pour dépolluer, parce qu'on va utiliser d'autres techniques. Mais ces techniques-là, elles sont au total moins carbonées. Donc il faut encore plus travailler là-dessus pour pouvoir dépolluer à un prix raisonnable et atteindre les objectifs qu'on se fixe en matière de dépollution. Il faut insister aussi sur le fait qu'aujourd'hui, dépolluer, c'est pas simplement retirer la pollution à un niveau qui permet de changer d'usage. C'est aussi se préoccuper de restaurer les fonctionnalités du sol. Le sol, il a été impacté par une pollution, mais l'activité industrielle a pu modifier sa biodiversité, a pu le rendre infertile, a pu déplacer des espèces, etc. Et ça veut dire que toutes les friches que vous recensez avec Valgo ne sont pas toutes réhabilitables ensuite, c'est ça ? On peut toujours les réhabiliter, mais il faut se préoccuper dans ce projet de réhabilitation, et c'est justement un des objets de la concertation, de restaurer certaines fonctionnalités, c'est-à-dire la biodiversité, le puits carbone que constitue le sol, tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte pour avoir un projet encore plus vertueux. C'est-à-dire que la dépollution d'il y a 10 ans n'est pas la dépollution d'aujourd'hui. Et ça, vous le ressentez évidemment chez Nexity, Jean-Luc. Oui, bien sûr. Je répondrai à la question que vous posiez précédemment sur la crise ou sur les effets des crises que l'on a traversées. Je pense à la crise sanitaire de la Covid, mais sur la crise qu'on est en train de traverser, c'est-à-dire la crise économique. Nos projets, moi je dis tout le temps, obéissent à des règles assez simples. Il y a le prix du foncier, où il y a une inflation galopante permanente sur les prix du foncier. La capacité à nos concitoyens d'accéder au logement, donc de garder des logements abordables. Et pour cela, il faut avoir accès au crédit, il faut être dans un climat économique apaisé. Et puis au milieu de l'accédant et du prix du foncier, il y a la construction. Les coûts de construction, depuis quelques mois, bien évidemment, ont beaucoup augmenté. C'est lié à l'inflation, c'est lié à la crise en Europe en ce moment et en Ukraine, parce que ça a des incidences. Et donc, voilà, c'est cet équilibre des trois supports, le foncier, le coût de construction, le prix de sortie, qui construit nos projets. Il n'y a pas, personne n'est magicien dans nos métiers. Au-delà de ces trois éléments principaux, c'est très difficile de travailler ou d'atteindre des objectifs. La question de la pollution, elle est en amont, elle est sur le prix du foncier. C'est vrai que parfois, même sur des terrains pollués, même sur des terrains où on sait, nous opérateurs de l'immobilier ou experts en dépollution, on sait, eu égard au passé de ce territoire, qu'il va y avoir de la pollution, qu'on va trouver un certain nombre de choses. Sauf que c'est aspiré par l'inflation foncière et ça ne prend pas en compte ce que va coûter la dépollution. Donc un des enjeux de notre convention, c'est aussi ça, c'est d'anticiper le plus en amont, parce que c'est comme ça qu'on arrive à dépolluer à des coûts plus abordables, anticiper le plus en amont cette expertise. Aujourd'hui, quand on a un terrain et qu'on s'aperçoit qu'il est pollué, quel que soit le degré, quelle que soit l'affectation, parce que les exigences entre guillemets des normes ne sont pas les mêmes suivant l'affectation de l'usage, si c'est un secteur qui va devenir habité, un parc, un terrain de sport, bref. Donc c'est pas les mêmes exigences, mais on doit les respecter quand même. Sauf que quand on est dans le projet, qu'on découvre ça, il faut le faire vite, et ça coûte un peu plus cher. Donc un de nos sujets, c'est comment se mettre en capacité à la fois d'avoir une expertise sur un ensemble de sites sur l'ensemble du territoire national, parce que nos sociétés, c'est leur force, travaillent sur l'ensemble du territoire national, et que les besoins de logement, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire national, Nexity est organisé par région, mais aussi d'avoir une vision le plus en amont pour identifier ces terrains, voire commencer à travailler ensemble sans avoir forcément de projet derrière, et puis après trouver des modalités de construction, d'aménagement et de reconstruction de la ville ou de tel territoire. Et en guise de conclusion, parce que le temps passe vite, j'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur le fait de cette convention entre Nexity et Valgo. En quoi cette convention va-t-elle permettre un meilleur accompagnement des collectivités ? Alors, moi, je vous dirais pour ma part, parce que c'est une étape de plus dans, on va dire, des logiques de partenariat que je décrivais en introduction. La pollution, c'est un sujet complexe. Moi, je vois l'intérêt, et je remercie Valgo, d'avancer ensemble dans un partenariat pour les territoires. D'abord, c'est parce qu'on va allier des compétences. Moi, Ville et Projets, on fait de la dépollution. Valgo, c'est son métier. Donc, on va allier des compétences. Deuxièmement, on va dire dérisquer ou anticiper les risques sur un certain nombre de fonciers, donc ce que je disais juste précédemment. Et puis je crois qu'on participe à l'édifice d'un écosystème national
du traitement des problématiques de pollution. Et en ce sens-là, je me félicite que Nexity, Villes et Projets, on se rapproche de Valgo. C'est ce que je disais, la ville, elle ne se fait plus tout seul. La ville, elle se fait avec des partenaires qui ont des compétences, Valgo en l'espèce. Et la ville, elle se fait avec les autres, et en particulier les élus. Mais quand on arrive compétences additionnées, Valgo et Nexity, on est plus fort, on est peut-être plus écouté par les collectivités parce qu'on a des réponses techniques et économiques. Je dirais que le partenariat avec Nexity n'est pas récent. Ça fait, tout à l'heure, Jean-Luc parlait de la ZAC des Docks. On a travaillé 10 ans avec Nexity. Donc c'est un aboutissement un peu naturel aussi au bout de 10 ans de travailler ensemble, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, comment pourrait-on formaliser davantage notre partenariat. Et aujourd'hui, Valgo peut amener dans ce partenariat cette expérience d'avoir fait un certain nombre de friches au travers de tout le territoire, la concertation avec la préfecture et les techniciens, la DREAL, c'est fixer des objectifs, fixer des calendriers, avoir une discussion d'ingénieur à ingénieur. Et ensuite, c'est la compétence de Valgo de comprendre ce que veut faire l'aménageur sur son projet et de pouvoir le prévenir de risques que nous avons nous-mêmes subis à l'occasion des diverses friches que nous avons fait nous-mêmes, tout seuls, depuis 18 ans maintenant. Donc c'est la complémentarité, mais surtout ce qui fait la richesse du partenariat, c'est l'envie de travailler ensemble. Oui, j'imagine. Merci à tous les deux. Merci d'être venus dans le cadre du CIMI nous présenter cette convention donc, entre Nexity et Valgo. Merci d'en avoir parlé au micro d'Imo Week aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.